Luc, aujourd'hui, on voit émerger un marché. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle sur la chaîne. C'est un marché nouveau, celui de la solitude. Alors ça paraît improbable, mais aujourd'hui, on voit que les gens sont seuls, se sentent seuls. Il y a des études. Et en face de ça, du coup, il y a un marché, il y a une problématique, il y a des produits, il y a des services. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit qui a fait grand bruit ces dernières semaines, c'est Friend. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet avant qu'on creuse sur on va dire le point général du business de la solitude? Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça n'a pas fait gros bruit depuis plusieurs semaines, ça fait gros bruit depuis quelques jours. Ça fait Ouais. 3-4 jours que le spot publicitaire il a été lancé. Encore, c'est même pas un spot publicitaire, c'est juste une vidéo organique qui a fait plus de 300 000 vues sur YouTube en quelques jours. Et sur Instagram, ils ont créé un Reels qui a fait 144 000 vues. Et ils ont prévu de vendre pour plus de 30 000 exemplaires à 99 dollars, pardon, avec une livraison en juillet 2025. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas les premiers. Alors, qu'est-ce que c'est déjà Friend? C'est très simple, c'est du hardware qui se base sur l'IA avec comme promesse, on va écouter toutes vos conversations et après, on va pouvoir dialoguer avec vous, on va pouvoir vous faire du feedback. Ok, je vulgarise la chose. Seulement, le truc, c'est que c'est pas les seuls à s'être lancés sur ce marché. Tu avais Rabbit, tu avais Human AI qui ont tenté aussi. Et ils se sont un peu cassés la figure. Beaucoup de hype, beaucoup de visibilité et très peu de ventes finalement, avec beaucoup de déceptions. Et moi, ma conviction, c'est que jusqu'à présent, tous ces hardware qui étaient branchés avec l'IA faisaient une erreur simple qui était d'adresser un marché niche. À la fin de la journée aujourd'hui, l'IA, même si tout le monde parle de ChatGPT à longueur de journée, ça reste un marché de niche. Monsieur et Madame Michou, aujourd'hui, ils n'utilisent pas ChatGPT. Enfin, ça m'étonnerait. Et ils vont encore moins acheter du hardware physique, donc des solutions technologiques physiques, branchées à l'IA pour essayer d'optimiser leur journée. Donc aujourd'hui, tous les hardware IA avaient comme promesse un truc ultra niché, professionnel, puriste, qui était de dire avec ce human.io ou avec Rabbit, vous allez pouvoir augmenter votre productivité. Ok, bon. Et c'est d'ailleurs c'est la promesse de base de Frien. Ils avaient un autre nom. Ils avaient de base créé un hardware qui coûtait 600 balles. Donc 6 fois plus cher quand même, donc assez dingue. Et qui avait comme promesse, vous allez pouvoir aussi augmenter vos productivités, on va écouter toutes vos conversations, blablabla. Et après, ils se sont dit, ok, non, on va pas faire ça. Les autres se sont cassés la figure. On va plutôt essayer d'attaquer avec un autre angle, avec un angle qui est mass market, plus large, qui va concerner absolument tout le monde. On va pas essayer de faire de l'optimisation, on va juste essayer bien d'adresser le marché de la solitude. En disant, écoutez, vous allez avoir une sorte de Tamagotchi mis sous stéroïdes, avec qui vous allez pouvoir parler H24, qui va pouvoir vous donner du feedback, même non demandé. Par exemple, il y a la vidéo où on voit une personne qui va avoir un call, un appel téléphonique, ou alors un oral, il va passer un oral, et son Tamagotchi, enfin son friend.i lui dit bah, bon courage, t'es le meilleur là-dedans, tu peux le faire, etc. Et je trouve ça hyper intelligent. Je trouve ça hyper smart. Et surtout, en fait, je trouve ça smart parce que peut-être que tout le monde parle aujourd'hui de l'IA de manière générale, même ChatGPT, en disant va y avoir plein de personnes qui vont être au chômage parce qu'on va gagner des gains de productivité, on va avoir un peu moins besoin de la force productive humaine. Peut-être qu'en fait, tout ça c'est vrai, mais que l'énorme marché jusqu'à présent qui n'était pas encore adressé avec l'IA, bah, c'est celui juste du compagnon. Du compagnon qui va t'accompagner, qui va te donner un soutien mental, un soutien psychologique, qui va te permettre peut-être de solutionner en grande partie les problématiques de la santé mentale. Aujourd'hui, c'est en explosion. Vous mettez mental health sur Google Trends avec tous les mots-clés mental health entrepreneurs, mental health mother, donc mère, ou santé mentale des pères. Vous mettez CEO, vous mettez employee, vous mettez tout. Vous mettez tous les mots-clés avec mental health. Vous allez voir sur Google Trends, c'est en explosion. Donc peut-être qu'en fait, le plus gros marché qui va être disrupté, ce n'est pas tant la productivité au travail, mais c'est plus finalement le côté santé mentale, compagnon, fin de la solitude, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, ça fait référence à un autre podcast qu'on avait fait il y a quelques mois avec Manoa, qui lui expliquait l'explosion des AI girlfriends. Et en fait, alors on va dire le sous-jacent est légèrement différent, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve dans un monde où la solitude est devenue un des pains les plus importants.
Et je sais pas comment on en est arrivé là. On peut essayer de réfléchir, mais si tu veux, nous, je sais pas si tu te souviens, quand on était gamin, je pense que ça va parler. S'il y a des gens de notre génération qui écoutent, je pense que ça va leur parler. De notre génération. Ah, ah, tu me fous un coup de vieux direct là, je suis mort. Non, mais plus ou moins, tu vois. En gros, on a grandi, on était gamin dans les années 2000. Un tout petit peu plus pour moi, mais voilà, grosso modo. Ce que je veux dire par là, c'est ça aurait été très bizarre, tu vois. On cherchait le contact humain, on avait des amis. Tu vois, les réseaux sociaux, c'était vraiment pour connecter avec les amis quand on n'était pas ensemble. Il n'y avait pas ce côté isolation. Tu avais MSN, tu avais tous ces premiers trucs qui servaient à ajouter du contact et avoir du contact toujours, 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 toujours. Et en fait, on s'est perdu dans ce contact. Après Facebook, après Insta, après TikTok, après machin, on s'est perdu dans ce contact. On regarde des influenceurs qu'on n'a jamais vus de notre vie. On regarde de la création de contenu de gars que nous, par exemple, que la plupart des gens qui nous regardent n'ont jamais vu. Et du coup, tu as une sorte d'isolation qui s'est mise en place. Et ça a été accentué avec le Covid. Et j'entendais de plus en plus de gens ont du mal, tu vois, à trouver un partenaire, à se mettre en couple, à rester en couple longtemps. Parce que aujourd'hui, avec Tinder, avec machin, on a plein de sollicitations. Ça peut aller très vite pour retrouver quelqu'un. Mais le problème, quand ça va très vite pour retrouver quelqu'un, c'est que tu n'as plus tu vois, ce coup de la perte, entre guillemets. Tu te dis, bah, si je la perds, c'est pas grave. Dans 10 jours, j'ai retrouvé quelqu'un, no problème. Et du coup, tu as moins de solidité dans les relations. Et ce moins de solidité dans les relations, ce tout de suite machin, a créé un grand vide autour de la thématique de la solitude, si tu veux. Et ça, on le voit, comme tu l'as dit, sur Google Trends, avec les trucs de mental health, avec le nombre d'antidépresseurs qui sont consommés en France et aux États-Unis, enfin, globalement dans tout l'Occident, avec le nombre de personnes qui se sentent seules, se sentent pas accompagnées, l'augmentation des suicides, la dépression chez les jeunes, enfin, tout un paquet, si tu veux, de problématiques qui tournent autour de cette solitude et qu'on avait moins quand, paradoxalement, on était moins connectés, mais on avait des relations plus réelles au quotidien. Pareil, le télétravail, t'es moins avec des gens, tu vois, enfin, tout ce genre de trucs. Et donc, la question, et c'est hyper intéressant, c'est de dire, plutôt que l'IA remplace ton travail, enfin, la thèse de tout le monde, c'était de dire, l'IA va remplacer le travail et donc l'humain va se rapprocher. Enfin, on est en train de se rendre compte que l'IA remplace pas le travail si vite que ça, quand même. Tu vois, on pourrait revenir dessus, mais ça fait bientôt 2 ans que ChatGPT sort. Enfin, c'était en décembre 2022, on va dire la sortie en grande pompe de ChatGPT 3 qui a vraiment bouleversé les choses. Si je ne dis pas de bêtises, c'est décembre 2022, donc on est à 3 mois d'être sur 2 ans de recul. On n'a pas 80% de la force de travail qui est au chômage. Et encore heureux, parce que sinon, déjà qu'on a des problèmes économiques, on en aurait encore plus. Mais par contre, si ça se trouve, l'IA, le play, en fait, c'est de dire ça ne va pas remplacer tant que ça le travail et le business et tout ça, mais c'est en train de remplacer tes amis et ta copine. Et c'est complètement fou parce que je pense que personne n'aurait imaginé un truc comme ça. Et c'est là où tu te rends compte que les gens qui font des prédictions, c'est extrêmement casse-gueule. Parce que faire des prédictions, ça implique d'avoir tous les paramètres en compte. Et ce paramètre en fait, la grande difficulté, elle va venir des relations sociales, amicales, amoureuses et humaines. C'était quasiment inenvisageable. Mais tu sais, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce sentiment de solitude, il touche, et j'ai regardé pas mal de data ces derniers jours, il touche aussi en grande partie les personnes qui sont dans les villes. Et donc, paradoxalement, c'est les personnes les plus connectées, les personnes qui finalement sont le mieux entourées, qui finalement, certaines fois, ressentent ça. Et donc, ma théorie, c'est de dire que finalement, le vrai problème, c'est pas tant la solitude, c'est les vraies relations profondes avec des personnes avec qui on peut rentrer dans des sujets, auprès des personnes auprès de qui on peut se confier, qui vont pas nous trahir, qui vont être bienveillantes et avec qui on va pouvoir vraiment développer une relation de confiance et, et partager tous nos problèmes. Peut-être aussi que ce que les gens recherchent avec l'IA, c'est l'ami qu'ils ne peuvent pas avoir. Tout le monde a des potes, on est bien entouré, mais est-ce que vraiment on a cet ami qui serait presque un psychologue, qui va nous écouter, qui va nous dire je te comprends, je suis d'accord avec toi, en effet cette situation a été injuste,
et qui va renforcer un peu nos croyances au jour le jour lorsque il y a un événement qui se passe qui nous révolte. Je sais pas, une engueulade, une injustice, un frère ou une sœur qui nous saoule. J'ai des bêtises, tu vois. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas juste le sentiment de solitude, c'est l'ami profond qu'on n'a pas, quoi. Ouais, mais est-ce qu'un ami profond, alors là, on va ouvrir un nouveau sujet qui est plus philosophique que business, mais est-ce qu'un ami profond, c'est quelqu'un qui te dit que tu as toujours raison, ou c'est quelqu'un quand tu déconnes qui te dit, mec, là, tu déconnes. Bah, Là, c'est tu... hyper intéressant ce que tu dis. Bah, je pense que ça dépend ça dépend les personnalités, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le tort et qui refusent de voir la réalité. Et encore plus fort, non seulement qui refusent de voir la réalité, mais qui en plus refusent, eh bien, d'accepter les solutions que des vrais amis peuvent leur proposer, au risque certaines fois de créer des disputes, des discordes. Ouais, carrément. Ouais, ouais, non, mais c'est hyper dur. Parce que l'IA, elle, a priori, elle fera pas ça. L'IA, c'est un produit. Donc, Ou la non, maîtrise. je pense que l'IA peut faire ça, mais la force de l'IA, c'est d'arriver à le faire avec la nuance. Là où Ouais, un humain, c'est plus compliqué puisque chacun a sa personnalité, là, l'IA peut exactement comprendre comment on fonctionne et peut adapter pardon, les réponses justement à la manière dont ben, on peut les accepter. pas con. Pas con. C'est vrai. Ouais, donc t'aurais un ami, donc je reformule le truc, hein. Mais tu as un ami imaginaire, entre guillemets, mais qui s'adapte parfaitement à toi. Donc, il est capable de te recadrer un peu, mais bon, voilà. Et après, la métrique, c'est quand même que tu sois content du produit. Donc, le mec, faut pas trop qu'il te rentre dedans, mais faut qu'il t'aiguille parce que s'il te fait perdre des années de ta vie en te disant n'importe quoi, bah, parce que tu vois, tes amis ont une influence sur toi. C'est là que, c'est là que ça devient hyper important. Tes amis ont une influence sur toi. Quand on était à Cage, école de commerce, je sais pas si on peut le dire. Euh, non, mais c'est vrai, on s'est rencontrés, on est devenus potes, et tu as eu une influence sur moi, j'ai eu une influence sur toi, on a discuté. De nos discussions, et je minimise le truc, mais de nos discussions est sorti ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui influence ta vie, parce que si tu le faisais pas, tu le ferais peut-être soit avec quelqu'un d'autre, soit pas du tout, soit. Enfin, tu vois, et voilà, il y a une influence sur ton quotidien et sur ta personne. Les relations que tu as ont une influence, que tu le veuilles ou non. Là, on va avoir une influence avec un objet, on va dire, un programme, qui est détenu par quelqu'un dont le but de ce quelqu'un est de te faire consommer. C'est terriblement dangereux, hein, parce que si on rapproche aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment TikTok, ça a été prouvé que la Chine, justement, trafiquait un peu les algorithmes pour partager du contenu intelligent à ses citoyens et du contenu un peu plus débilisant aux Occidentaux. Mais ça se faisait de manière indirecte. Si demain, eh bien, comme tu l'as dit, nos amis et les personnes qui nous donnent les conseils, qui vont orienter nos choix de vie, nos décisions, eh bien, sont maîtrisés par les entreprises technologiques, l'impact va être immense dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Ça va être juste gigantesque. Juste gigantesque. Enfin, c'est impensable, tu vois, c'est impensable autrement parce que, encore une fois, tu feras confiance à ton pote. Enfin, tu vois, tu auras créé une relation avec lui, amicale, à minima, et peut-être amoureuse avec les AI girlfriends. Comment, si cette personne te dit, ouais, mais tu vois, c'est fait par une entreprise étrangère, qui est contrôlée par des VC avec des intérêts qui sont pas forcément les bons, comment tu fais la part des choses, tu vois, quand tu parles à ta copine ou à tes parents ou à ton frère ou à tes amis, t'as pas besoin de faire la part des choses. Tu te demandes pas tous les matins, est-ce que ma compagne est un agent chinois ou ma mère un agent russe, tu vois. Enfin, c'est pas des questions que tu te poses, tu vois. Tu te dis pas, ah, tiens, elle Ce serait peut-être stylé quand même. qu'elle m'influence pour que je consomme chez, tu vois, que je consomme du Huawei. Enfin, tu vois, ça ne vient pas à l'esprit. Bah là, je pense que malheureusement, ça ne viendra pas non plus à l'esprit des gens. Sauf que là, ce sera le cas. Et si on va encore plus loin, ce qui est hyper intéressant, c'est les investisseurs qui ont filé du cash du coup à friends.com. Je sais pas si tu as un peu regardé le nom. Alors non, j'ai pas vu les investisseurs, mais par contre, c'est vrai qu'on va revenir sur le tour d'investissement parce que c'est intéressant. Il y a un point business qui est intéressant dessus, mais vas-y, je te laisse avancer là-dessus. Alors, je les ai pas tous listés, mais il y en a deux qui ont attiré mon attention. Le premier, c'est l'un des fondateurs de Solana, la blockchain. D'accord.
Et le second, c'est l'un des cofondateurs de Morning Brew, Austin Riff. Et Ah, ok. le point commun entre les deux, c'est qu'ils possèdent des communautés de dingue. Morning Brew, on connaît ils ont des millions et des millions de lecteurs quotidiens. Ouais, Solana, c'est l'une des blockchains les plus à la mode avec une communauté hyper engagée. ouais, Et donc, ça soulève deux questions intéressantes. La première question, c'est au niveau maintenant du choix stratégique dans les investisseurs que l'on choisit, au sens où c'est trop cool d'avoir de la thune, mais c'est encore plus cool si les investisseurs ils peuvent nous mettre devant une communauté de dingue. En l'occurrence, Morning Brew, c'est non seulement Morning Brew, c'est quand même une puissance de distribution de dingue. Austin Riff, il a aussi des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui le suivent, mais c'est également tous les contacts dans les médias qu'il peut avoir. Donc, ils ont aussi une force de distribution de fou. Et ils ont tout intérêt à pusher les investissements, les boîtes dans lesquelles ils investissent. Solana, c'est la même chose, c'est une communauté de fou. Et aussi, deuxième point, c'est que c'est des boîtes, notamment Solana, qui ont tout intérêt à prêcher pour leur paroisse. Et donc, demain, ils vont assez facilement, je pense, pouvoir aussi aiguiller ces AI companions vers des boîtes. Et on peut imaginer que quelqu'un, que moi, je suis, j'ai des bêtises, mais voilà, j'ai un dépressif, c'est pas le cas, hein, problème de sommeil, n'importe quoi. Et bien, on peut imaginer ce compagnon dit: «Ah c'est intéressant, j'ai entendu parler de tel produit, c'est cool, ça a aidé, plusieurs personnes, tu peux si tu le souhaites». Ou alors, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, peut-être alors à mon avis, ils le feront jamais, mais c'est un peu une dystopie en disant: «Bon, c'est intéressant, j'ai un ami qui a investi dans Solana, il est devenu riche». Bon, ça n'arrivera jamais, enfin, je pense pas qu'il soit débile à ce moment-là, mais tu vois un peu les types de business models qu'ils peuvent mettre en place, sachant que c'est pas les investisseurs lambda, c'est les investisseurs qui, ont soit une puissance de distribution de dingue, soit sont en train de construire des nouvelles narratives de dingue, parce que la blockchain aujourd'hui, c'est des nouvelles narratives. C'est une nouvelle narrative et c'est des nouveaux produits qu'ils ont tout intérêt à pousser. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors après, pour l'instant, je croyais que tu allais m'annoncer pire que ça, tu vois, sur les investisseurs. Je pensais que tu allais m'annoncer du gros, je sais pas, du gros Amazon ou du gros, enfin, tu vois, des trucs un peu plus complexes, quoi. Non, là, ça va. Je trouve que ça va à peu près. Certes, les mecs peuvent avoir un conflit d'intérêts, mais à la limite, c'est des, entre guillemets, c'est des BA, tu vois. On parle d'un tour de 2,5 millions, si je dis pas de bêtises. Pour une valo à 50 millions. Pour une valo à 50 millions. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Tiens, c'est très rare, ça. Parce que sur un tour de seed, normalement, tu prends pas que 5% de la boîte. Ouais. Un peu improbable, mais ok, d'accord. Tout ça pour faire donc 1,8 million pour récupérer friends.com, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc 1,8 million claqué sur le nom de domaine. Et allez, au bas mot, entre 50 et 100 000 claqués sur le spot, enfin le spot publicitaire, la vidéo de lancement, vu comment elle est réalisée, je pense qu'il y a quand même un petit, il y a quand même un petit ticket. C'est-à-dire que je te fais un truc grosso merdo, c'est-à-dire que un mois ou un mois et demi après la levée, en gros, ils ont déjà claqué 2 millions sur 2,5 millions, quoi. Ouais, mais ça, pour le coup, je pense que c'est pas un problème. Alors, deux choses. Déjà, je trouve qu'on pourra aussi revenir sur la vidéo le trailer de Friend.com. Je vous invite à la regarder. Je pense que j'essaierai de mettre le lien en description. C'est très flippant, hein. Il y a un côté vachement bonne annonce de Black Mirror. Écoutez Ouais. la musique. La musique est très spéciale. C'est vraiment bonne annonce de Black Mirror, donc très, très intéressant. Et deuxièmement, sur le nom de domaine, je pense que c'est pas un problème parce que honnêtement, ce type d'annonce, ça fait le buzz. Ça fait le buzz, tout le monde en parle, tout le monde dit mais c'est des malades, etc., etc. Ou alors d'autres personnes vont dire mais non, c'est des génies, ils ont tout compris. Bref, ça crée un peu de la polémique. Et je pense que sur un produit en pré-vente à 100 balles, voilà, ils ont prévu de faire 30 000 balles 30 000 pardon, de pré-vente. Ils rentabilisent directement la chose. 30 000 balles à 30 euros, à 30 dollars. Oui, j'ai des bêtises, pardon, 30 000 balles à 99 dollars, ça fait 3 millions. Ouais. 3 millions. Donc, ils sont censés rentabiliser immédiatement la chose. Et ça ne m'étonnerait pas justement qu'avec leur coup de com', ils aient vendu peut-être pas 30 000 exemplaires, mais des milliers d'exemplaires, ça ne m'étonnerait pas. Et il y avait une autre boîte comme ça qui avait fait le même coup qui s'appelle, qui avant s'appelait Shepherd, je sais pas trop quoi. C'était une boîte qui permettait en gros, de trouver des employés extrêmement talentueux, mais qui habitaient dans d'autres pays, donc beaucoup moins cher. Ouais. Donc, c'était une sorte de sous-traitance qui marchait pas trop mal. Et ils avaient claqué 300 000 balles pour acheter
everywhere.com. Et là encore, ils avaient fait un coup de com' de malade. Tout le monde avait partagé ça. Ils avaient des millions et des millions d'impressions sur Twitter. Donc là encore, je pense qu'ils ont su, à mon avis, assez bien rentabiliser cet achat délirant. Ok. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible. Et puis, t'imagines aussi le trafic avec cette solitude qui explose. Friends.com, à mon avis, ils vont pouvoir choper une tonne de trafic de personnes qui justement recherchent des compagnons. Ouais, non, mais tout à fait. Et est-ce que tu en sais un peu plus sur les fondateurs? J'ai pas regardé, moi, pour être Ouais, très clair. Ça ouais. dit quoi? C'est quoi le profil? Alors, c'est Avi Schiffman. Je crois que c'est un solo founder. Ok. Et c'est une personne qui était. Alors, bizarrement, moi, je le suivais depuis quelques temps. Et donc, quand j'ai su que c'était lui, quand j'ai vu sa tête sur Twitter, je me suis dit, ah, bah, c'est rigolo, je le suis. Et en fait, il a montré ses compétences à 2 reprises. La première reprise, c'était pendant le Covid. Il avait créé une plateforme qui permettait de traquer l'évolution du Covid à travers le monde. Et je crois qu'il avait reçu un prix à Harvard. C'est un ancien élève d'Harvard. Il a reçu un prix à Harvard pour ce site. Et la deuxième chose qu'il avait réussi à faire, c'est qu'il avait, en 2022, créé un site pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver des refuges, tout simplement. Et en une semaine, il avait réussi à accueillir plus de 4000 personnes. Pardon, il avait trouvé 4000 hôtes pour accueillir des réfugiés ukrainiens à peu près partout dans le monde. Donc là encore, il avait réussi à faire les gros titres grâce à ça. Ok. Est-ce que j'ai autre chose sur lui ou pas? Je crois pas. Donc voilà, c'est pas sa première expérience. Et c'est un mec qui a pas mal d'abonnés déjà sur les réseaux. Hein. Je crois qu'il doit avoir 80 000 personnes qui le suivent. Avi Schiffman. Encore une fois, hein, on voit la force des founder-led community hein, avec des audiences. Ouais. L'audience, enfin, à part les gros trucs genre Mistral, machin là, je vois pas en ce moment. Enfin, tous les trucs que je vois se lancer et avoir pas mal de succès, beaucoup sont lancés par des founders qui ont des communautés, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Même, on pourrait dire, Sam Altman et OpenAI, il s'est développé une image de marque et un personal branding qui est quand même conséquent, tu vois. Il faisait des podcasts à l'époque de Y Combinator. Il a un Twitter sur lequel il a 2 millions de personnes. Il devait en avoir 800 000 avant de commencer OpenAI, tu vois. Enfin, l'influence des founders dans le startup game devient quand même vraiment primordiale. Vraiment, vraiment, vraiment primordiale. Et je pense que aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, et pourtant, enfin, de ce que je vois en tout cas, les invests, les VC, ne regardent pas encore ça comme étant une condition sine qua non, tu vois. Parce que, bon, après, il y a plein de business où il n'y en a pas forcément besoin, mais je pense que plus on va avancer quand même, plus la renommée du founder va être très importante. Et ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que les fondateurs de boîtes tech, qui d'habitude étaient des geeks, commencent à devenir mass market. C'est-à-dire qu'ils commencent à promouvoir sous d'autres angles. Enfin, par exemple, les fondateurs qui commencent à faire beaucoup de sport, qui commencent à bien manger, qui a un côté il parle absolument à tout le monde, ça commence à devenir des icônes. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus Mark Zuckerberg s'habiller de manière très moderne. Si je peux Ah dire, bah. on le voit aussi faire du MMA. On voit Jeff Bezos avec des gros pétos. Et il y avait comme ça une conférence dans la Silicon Valley qui était hyper intéressante où il y avait 2 photos. Une photo, il y a 20 ans, on voyait les geeks qui faisaient 40 kilos, qui stressaient sur scène. Et maintenant, ils étaient tous bodybuildés, hyper sûrs d'eux, tête refaite. Il y a vraiment une évolution de OK, on crée des choses qui font avancer l'humanité. Bon, voilà, je généralise, hein. Mais on crée des choses qui font avancer l'humanité. Et en même temps, on est cool. On est cool, les mecs. Suivez-nous. Et en plus, ça donne encore plus de. Je trouve ça crée un côté très sexy à ce qu'ils vont créer, à ce qu'ils créent. Et je trouve ça intéressant. Donc peut-être que le game, finalement, pour les fondateurs qui nous écoutent, les CEO, c'est de dire OK, on va essayer de parler à la masse. Après, ça dépend le type de produit qu'on fait, mais si on crée un HubSpot, bon, je sais pas si c'est. Mais on va essayer de parler à la masse. On va essayer de créer un personnage qui est cool. Et ensuite, ça nous permet justement de passer pour un mec cool et de passer pour faire en sorte que la boîte qu'on a créée devienne cool. Un Sam Altman, il est cool. Un Elon Musk, il est cool. On a envie de le suivre. Alors que finalement, bon, à part toutes les fois où il troll sur Twitter, bon, il y a beaucoup de posts où il retweet des fusées qui montent dans le ciel, quoi. Donc ça parle pas à tout le monde, je pense.
Ouais, non, mais clairement. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu un côté cool de la Silicon Valley qui s'est vachement transformé. C'est-à-dire qu'au départ, bon, bah, c'était des geeks, c'était limite un peu chelou de monter des startups. Ensuite, on est passé à ouais, mais ces geeks-là, ils sont cool, ils ont quelque chose de cool, on les glorifie, mais pour autant, ils n'ont pas changé pendant une période, tu vois. Jusqu'à maintenant, c'est des stars de cinéma et Ouais, il y a un prestige à la fonction, si tu veux. ouais, Ce qui, 100%. ce qui est jamais très bon, ce qui, entre toi et moi, je pense, n'est jamais très bon. Parce que les industries qui vraiment explosent, c'est les industries de pirates, tu vois. La question, c'est quoi la prochaine industrie de pirates? Parce que jusqu'à maintenant, la Silicon Valley, c'était des mecs dont on s'en foutait qu'ils soient cool ou non, regroupés à 15 dans des baraques, à développer des trucs que personne ne pensait possible et à attaquer des marchés comme des barbares, tu vois. Pas des mecs qui allaient au Met Gala avec des costumes hors de prix. Enfin, tu vois. Et ma question, c'est une fois qu'un truc obtient ses lettres de noblesse, est-ce qu'il peut continuer à être aussi innovant ou est-ce qu'il va y avoir d'autres. Tu vois, est-ce que par exemple en Orient, en Inde, tu vois, en Indonésie, en Chine, tu vas avoir des mecs ultra scrappy, beaucoup moins cool, mais qui vont se mettre à se lancer comme la Silicon Valley il y a 25-30 ans, sur le côté de on s'en bat les couilles, on défonce les trucs. Tu vois. C'est pas une question de est-ce qu'on est cool ou pas, c'est on défonce le game et on innove. Et on se réfléchit pas de est-ce qu'on va faire des pompes et du MMA, tu vois, ou surfer, je sais pas quoi. Et, et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête, c'est à quel point, quand tu deviens trop cool, tu vois, tu perds de, enfin, cool, et puis les médias, et puis les vacances, et puis je traîne avec des stars, et puis ce genre de conneries. À quel moment tu perds la vue de, ouais, mais en fait, ce qui est important, c'est mon MRR, mon machin. Alors évidemment, pour Bezos et Zuckerberg, on s'en fout. On s'en fout parce que ça marche beaucoup trop bien ce qu'ils font. Mais est-ce que si demain il y a un concurrent, enfin, comment dire, est-ce qu'ils seront aussi réactifs que quelque part Yahoo l'a été, tu vois? Enfin, Yahoo, ils se sont fait planter parce que Google a été beaucoup plus fort. Et Yahoo pesait déjà 5 milliards à l'époque. Alors, ok, Google est beaucoup plus gros aujourd'hui. Ok, Google a vraiment bloqué le marché et tout ça. Pour autant, Yahoo avait quand même des gros bras et ils se sont fait laminer. Est-ce qu'on est à l'abri demain qu'un mec, tu vois, en Inde, complètement scrappy, à 5 dans un bureau de 12 mètres carrés, finisse pas par te trouver un truc qui fasse tomber le géant? J'y crois moyennement pour Google, j'y crois moyennement pour Meta, mais en tout cas à court terme. Mais tu as peut-être plein de boîtes, tu vois, des HubSpot, des Salesforce, j'en sais rien, même pourquoi pas des Netflix, tu vois, des trucs un peu l'échelon juste en dessous des Golgoth qui pourraient souffrir du fait que, bah ouais, c'est bien d'être cool, c'est bien de faire des podcasts, mais à un moment, il faut du MRR et des clients, quoi. Et de l'innovation surtout. Et surtout de l'innovation. Ah, c'est super intéressant, je te rejoins. Après, peut-être que là où je peux nuancer, c'est que j'ai l'impression que les mecs de la Silicon Valley, enfin, ils deviennent pas pompeux, mais ils deviennent cool. Donc je pense qu'il y a quand même une nuance de, bah, ça les gêne pas de faire des trucs, un peu sales. Enfin, quand je dis un peu sales, c'est, bah, rentrer un peu dans l'art parce que, limite c'est cool. Ils vont se faire applaudir par leur groupe de référence. C'est cool pour eux, ils peuvent, c'est cool d'innover, c'est cool de disrupter, c'est cool d'être le meilleur. Hem, Je suis d'accord avec toi. donc Ça reste pas pompeux et ça reste des passionnés. ouais. Et ça, c'est ce qui les sauve. Je suis d'accord avec toi. Enfin, ce qui les sauve. En tout cas, ça peut les sauver si vraiment il y avait un problème. Autre chose aussi, nouvelle angle sur laquelle j'aimerais bien avoir ton avis. Là, on avait vu donc sur le marché des hardware avec l'IA, les personnes qui ont essayé de nicher la chose en mode vous allez avoir la meilleure productivité, etc. Bon, ça a fait un peu un flop. On voit que c'est le nouvel narratif, ce nouvel angle d'attaque qui dit ok, on va essayer d'attaquer la solitude. Bah, ça fonctionne. J'ai une question avec toi. Si demain tu devais créer de l'hardware, un truc similaire avec de l'IA, quel angle est-ce que tu voudrais attaquer? Est-ce que tu as des idées de marché que tu voudrais attaquer avec ce type cette technologie, quoi?
Ouais, moi, je rêve de faire un truc, si tu veux. Mais je sais qu'il y a il y a de la concurrence et tout ça, mais c'est dans les maisons. Alors, évidemment, j'ai mon prisme, hein, mais dans les maisons, des assistants qui font tout pour toi, tu vois. Donc, il y a Tesla qui veut faire, tu sais, le Tesla Bot, là. Et je trouve que, enfin, en gros, une IA généralisée. Mon idée, c'est quoi? C'est ta maison a une IA généralisée que tu peux mettre derrière sur ton téléphone ou sur un hardware, on s'en fout pour le prendre avec toi quand tu te barres, mais ta maison a une IA généralisée. Et cette IA, elle peut être infusée dans différents types de robots. C'est-à-dire que tu as une seule intelligence, mais plusieurs robots, tu vois. C'est quoi Ça a cette fait, idéologie? ça a fait un petit effet là. Une seule intelligence et plein de robots, tu vois. Et par exemple, je dis n'importe quoi, bah, ton IA, elle voit qu'il fait trop chaud, elle te lance la clim. Elle voit que c'est sale par terre, elle lance le robot nettoyeur du premier étage, tu vois. Elle lance le robot nettoyeur du deuxième étage. Et pourquoi pas, tu as un robot humanoïde qui peut faire les vitres, faire le lit, enfin, j'en sais rien ce qui est faisable, tu vois. Mais... Et je me dis, mec, regarde, le marché de je prends une femme de ménage, il est énorme. Enfin, énorme. Il est de moins en moins grand parce que bon, les gens ont du mal à, voilà, mais globalement, il est très, 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 très important. Le marché de je me fais faire la bouffe ou de je commande, il est très, très, très important. Enfin bon, bref, tous ces marchés-là. Je pense qu'une IA que tu payes 150 € par mois, tu vois, pour résoudre tes problèmes de bouffe, tes problèmes de commande, tes problèmes de nettoyage et un peu de domotique, avec un truc qui marche vraiment bien, qui est intégré dans la maison au moment de la construction, parce que le problème de tous ces trucs-là, tu peux déjà les avoir, tu vois. Tu peux déjà avoir un robot qui se pilote tout seul, mais il n'est pas adapté à ta baraque, il se coince parce qu'il est con. En fait, il comprend pas qu'il y a un escalier, donc il tombe dedans et puis il est pété. Enfin, tout ce genre de trucs qui font que l'expérience est un peu dégueulasse et tu peux pas les lier. C'est ce qu'a essayé de faire Google Home, c'est ce que essaye de faire la version Home, Apple Home, là où je sais pas comment ça s'appelle, enfin le truc d'Apple. N'empêche, c'est jamais les mêmes marques, c'est jamais les mêmes trucs, t'as pas une expérience intégrée dans ta maison. Je pense que ça, c'est un énorme marché de AI Assistant qui fait les trucs à ta place, mais pas les trucs pro, tu vois, les trucs perso. Les trucs où si jamais c'est pas bien lavé, c'est pas un drame, tu vois, tu repasses un coup de balai, mais au moins, il te fait au quotidien 90% du taf. Il peut te tondre ton jardin, enfin bref, tout ce que tu veux, si t'as un jardin. Moi, je crois bien une IA généralisée, tu vois, où tu lui donnes la manière dont tu as envie de vivre et lui, il s'organise en fait pour te dispatcher la manière dont tu as envie de vivre. Ouais, super intéressant. Je C'est pense un à des truc, trucs. Ouais, pardon. et je pense que c'est un truc qui peut être hyper intéressant, mais je pense que c'est aussi le projet d'un Tesla bot. Tu vois. Quand Elon Musk n'arrête pas de pitcher son Tesla bot, je pense que c'est un truc dans ce goût-là qu'il a en tête. D'abord, il le met dans ses usines, il le teste, il voit comment il fonctionne, il voit s'il est reliable sur tu vois, des tâches bien précises dans un environnement qu'il contrôle. Et après, à mon avis, tu le fous dans ta baraque. Ouais, Et super. là, Et là, tu n'es pas à l'abri d'avoir des AI girlfriends physiques. Enfin, là c'est un autre sujet, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ben, tu t'achètes des potes au sens propre du terme. Et si tu arrives à faire abstraction, tu vois ce que c'est la suspension consentie de l'incrédulité? Pas du tout. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est quand tu regardes un film, tu te dis pas au bout de 20 minutes de film, ah mais c'est nul, Gandalf il fait de la magie. C'est évident que Gandalf il fait de la magie parce que tu es plongé dans un univers où la magie, ça existe. Et le magicien, il fait de la magie, de la vraie magie. Et c'est pas un problème. Parce que, voilà, quand tu regardes Star Wars, tu te dis pas, ah, mais le mec, il arrive à faire voler les objets par la force. Non, le récit te dit, la force, ça existe, ça fonctionne comme ça. Et tant on ne trahit pas les règles de base, l'univers est cohérent pour toi. Et donc, tu suspends volontairement ton incrédulité. Et donc, si tu veux, tu te dis, bon, ben, ok, ça existe, j'accepte. Et ben ce même truc, à mon avis, ce même phénomène peut se produire en disant j'ai acheté un AI friend, pour peu que tu n'arrives pas à voir que le robot soit assez bien fait,
avec de la peau, machin, tout ce que tu veux, tu peux te mentir à toi-même. C'est là qu'on rentre dans les trucs de vallée dérangeante et tout. Tu sais, quand un robot est pas bien fait, il te dérange pas. Quand un robot est trop bien fait, tu le vois plus. Et au milieu de ça, tu as ce qu'on appelle la vallée dérangeante, ce qui est l'endroit où le robot est trop bien fait. Enfin, et pas assez bien fait pour que tu te rendes pas compte que c'est un robot, mais il est trop bien fait pour être juste un robot de métal, tu vois. Et donc, tu as ce côté dérangeant. Si on arrive à passer cette vallée dérangeante, suspension consensuelle de la crédibilité, non, c'est ma meuf. Non, c'est ma meuf. Après, ma conviction, c'est que les personnes qui ont besoin d'une high girlfriend physique, je pense que c'est pas forcément le top 0,01% des personnes les plus riches. Ah, ouais, c'est ça. Et ce genre de truc, à mon avis, coûte cher. T'imagines avoir une Tesla robot femme chez toi, je pense que c'est Alors, des dizaines de milliers d'euros on le sait, facilement. on le sait, les premiers prototypes, ils veulent les mettre à 20 000. Donc, ah bah ça va, en fait, Mec, ça me paraît pas déraisonnable. mec, c'est moins cher qu'un mariage. Hein. Voilà, je te le dis, c'est moins cher qu'un Ah, mariage. c'est génial ça comme fiche de vente, je trouve. Moins cher qu'un Ouais, mariage, moins prise de tête qu'une femme. Non, je mais rigole. non, mais 20 000 euros. 20 000 euros pour se battre contre la solitude, mais tu veux en vendre. Hein. Tu veux en vendre des trucs. Tu vas en vendre un paquet. Moi, je pensais à quelque chose pour revenir sur ces idées de business qui utilisent cette technologie, de beaucoup moins fat en termes de déploiement robotique. C'est la même chose que ce que propose Friend.com, mais attaquer le marché des aveugles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un aveugle, enfin, je ne connais pas vraiment cette industrie, mais je pense qu'aujourd'hui, un aveugle qui se déplace dans la rue, bon, bah, il a sa canne, il a un chien, certaines fois, il a une aide humaine, mais je pense que demain, en fait, il va y avoir une petite caméra, voilà, avec un robot et branché directement à l'IA. Et en fait, il va lui parler. Le robot va lui parler H24. Il va avoir une compréhension totale de ce qui se passe. Il va avoir une compréhension de comment lui, il interprète et son cerveau fonctionne. Et donc, en gros, ça va lui donner, ça va lui être sa paire d'œil, simplement. Ah ouais, ça, il y a déjà pas Absolument mal partout. d'expérimentation. Hein. Ok, ok, ok. Ça, c'est un truc, si je suis entièrement d'accord avec toi, enfin, en gros, l'IA, bah, tu sais, tout ce qui est Neuralink et tout, tu commences à avoir des. Alors là, bon, on en est au balbutiement, hein, mais je pense que dans 5-6 ans, il y a des maladies, et en effet, souvent, la vue comment dire, est citée. Tu as des trucs qui n'existeront plus, tu vois. Parce que C'est génial. l'IA, une Incroyable. puce, l'IA, et fin d'histoire. Pareil pour les handicaps moteurs, tu sais, le fait de ne pas pouvoir bouger. Il y a des recherches qui deviennent sérieuses sur le fait de pouvoir remplacer certaines parties du système nerveux par des puces. Mais là, et avec ce genre de choses, on ne se rend pas compte des progrès fondamentaux, parce que là, on parle de résoudre des problèmes existants depuis la nuit des temps, que même par la médecine nouvelle génération, on n'a pas ou peu réussi à résoudre. On a réussi à diminuer la difficulté, on a réussi à adapter un peu la société pour que ce soit moins pénible, pour qu'il puisse y avoir de l'insertion, machin. Et encore, enfin, après, ça se discute, mais en tout cas, on a fait des efforts. Là, on pouvait avoir une solution technologique ultra valide sur ce sujet-là. Ultra valide. Ouais, magnifique. Ok. Ok. Je pense qu'on pourra faire un épisode complet vraiment sur le marché de la solitude de manière globale, tous les business, parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, je pense vraiment que Friend se positionne super bien parce que aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui lèvent beaucoup d'argent et qui font beaucoup, beaucoup d'argent sur justement ce marché, que ce soit des apps de rencontres qui se réinventent. J'en parle partout, je devrais demander une sponsor, mais Tamlet, par exemple, qui est en train de révolutionner les apps de rencontres, qui en 7 mois a dépassé les 400 000 euros de MRR, hein, et qui finalement propose des rencontres physiques directement Ouais. pour casser cette solitude. Ou donc c'est plus côté app de rencontre, soit côté psychologie, maladie mentale, ok, on va vous mettre en relation avec telle ou telle personne. Donc il y a énormément d'idées qui se développent sur ce marché. Et regarde, même nous ce qu'on fait avec le sanctuaire quelque part, Ouais. c'est différent. Il n'y a pas de question de mental health ou de rencontre. Il peut y avoir justement parmi justement les entrepreneurs qui ont besoin
du qui ont soutien. besoin de réfléchir, de soutien, Ouais, exactement. Ouais. besoin de soutien, mais ne serait-ce même sans aller jusque-là, de besoin de discuter, de besoin d'échanger, de besoin de se rencontrer dans un cadre précis qui est pas de la rencontre, mais de la rencontre professionnelle. Mm. Et c'est pour ça que ce genre de business marche bien et qu'on a de la demande et que les gens sont contents. Parce que, parce que c'est un vrai besoin. Et que la solitude, au sens très large du terme, qu'elle soit dans la vie, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, ça devient un vrai problème. Parce qu'il y a beaucoup de, comme on s'est dit, sur le cadre professionnel, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de plus en plus, de freelance, de digital nomades, de machin. Mais quand tu es digital nomade, c'est cool, tu rencontres du monde, machin. Mais les vraies relations qui durent, avec qui tu peux te confier, et ainsi de suite, c'est pas facile. Et du coup, avoir un point d'attache, bah, c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur. En fait, je me demande juste à quel point ce marché, il existe parce qu'on vit dans un monde de paix. Et est-ce que ce type de marché peut vraiment exister dans un monde de plus en plus violent et où finalement ce statu quo de bah, on vit de manière paisible et on se développe, il n'y a aucun souci. Enfin, à quel point il marche parce que justement on est sur ce type de dans ces périodes et je souhaite qu'on reste le plus longtemps possible. Mais bon, en ce moment, c'est quand même vachement remis en question. On sait qu'il y a des tensions un peu partout dans le monde. Est-ce que finalement ce type d'industrie peut ne pas disparaître du jour au lendemain si, bah, je sais pas, la guerre, la France rentre en guerre? Je sais pas, Ouais, hein. mais si demain, enfin, il y a deux choses. Les tensions, je pense, les tensions, je dis bien, rendent ce genre de business encore plus pertinent. Parce que pendant les tensions, les gens ont besoin de sens, ont besoin de parler, justement, ont besoin de contact. Les tensions l'améliorent. Après, si vraiment il y avait un conflit ouvert, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on se mettrait ce qu'on appelle, tu sais, en économie de guerre. Et là, ça répond à des problématiques que je connais pas bien déjà, donc je vais pas dire de bêtises, mais de ce que je vois et de ce que j'en comprends, ça répond à des problématiques qui n'ont rien à voir. Et je pense que malheureusement, beaucoup de business s'effondreraient. Même l'immobilier, si tu veux. Demain, on rentre en économie de guerre, personne ne va acheter une maison parce que tu sais pas si tu achètes un truc, est-ce qu'elle va être détruite par une bombe. Personne ne va se lancer dans des nouvelles constructions tant que le conflit n'est pas fini. Enfin, tu vois, en Ukraine, ils n'ont pas commencé à reconstruire. Pourquoi? Parce que bah, ils attendent que les bombes aient fini de tomber avant de se dire on va reconstruire quelque chose. Donc, bah, l'IMO serait compliqué. Tous les business qui ne sont pas vitaux, ce serait compliqué. Les clubs de sport, ce serait compliqué. Tu sortirais pas, en plus si t'es mobilisé, bon, c'est encore pire. Tout ce qui est équipement sportif, voilà, tout ce qui est fringues, t'en as plus rien à faire. Tu auras la bouffe qui va perdurer, oui, mais tout ce qui est fintech, qui n'est pas directement lié à tu vois, faire des virements pour subsister, très compliqué. Tu pourrais avoir des problèmes sur les banques parce que les gens paniquent. Tu pourrais avoir, enfin, tu vois, Ouais, je donc sais, en fait, c'est beaucoup plus global, quoi. À la c'est limite, on s'en beaucoup plus. fout, OK. Ouais, à la limite, on s'en fout. Le jeu vidéo tiendrait pas, le cinéma tiendrait pas, Netflix tiendrait pas forcément, parce que tu aurais des gens qui seraient partis sur le fond. Enfin, tu vois, je vois pas, enfin, Mmh. à part la bouffe, l'armement, L'IA? les business de l'État Mmh. stratégiques du style le pétrole, et puis voilà, je vois pas bien ce qui tient. Ce serait intéressant de savoir, ce serait un épisode compliqué, mais pour se renseigner, je pense que c'est pas facile, mais qu'est-ce qui tient actuellement en Ukraine? En Ukraine actuellement, Ah ouais. qu'est-ce qui marche comme business et qu'est-ce que l'économie de guerre déclenche? Ce serait un épisode, alors je ne sais pas si on est. Peut-être qu'il faudrait faire venir quelqu'un, un invité, tu vois, qui est vraiment calé en géopo et sur ces questions-là. Qu'est-ce qui marche comme business lorsqu'on est en période de conflit, quoi. Ce serait un épisode passionnant, ouais, Ce sera un carrément. épisode passionnant. Difficile, mais passionnant. Ouais. OK, on va essayer de planifier ça alors. On va chercher. Pas facile, on va chercher. Alright, bon, bah, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Abonnez-vous pour commencer et puis voilà, si vous aimez bien, ce qu'on partage, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email là aussi pour, soit nous donner des recommandations de vidéos que vous souhaitez que l'on tourne, des épisodes que vous souhaitez que l'on tourne ou alors juste nous montrer que vous existez. Commentez aussi, peut-être commentez juste pour nous montrer que vous existez, ça fait toujours plaisir et puis quoi qu'il arrive, si vous voulez en savoir plus aussi sur le sanctuaire, on vous laisse le lien dans la description et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va peut-être essayer de passer à 2 épisodes par semaine aussi. Bon ça on va voir si notre agenda nous le permet.